Le nom seul évoque une silhouette reconnaissable entre mille. Oui, une lame toujours prête à jaillir. C'est ça. Un nez majestueux bravant les tempêtes et une éloquence capable de foudroyer n'importe quel adversaire. La figure de Cyrano de Bergerac s'est imposée comme l'incarnation même d'un idéal. Un idéal de bravoure et d'ironie, un esprit farouchement libre qui clame que l'acte est plus beau lorsque c'est inutile. Absolument. Mais cette image d'Épinal, triomphante et flamboyante, occulte pourtant une question fondamentale. C'est justement ce qui motive notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. Pour cette analyse approfondie, on va chercher à comprendre qui était l'homme enchéré en os. L'individu meurtri, avant que la légende de papier ne vienne l'engloutir. Je suis ravi de plonger là-dedans, car l'écueil principal face à une figure d'une telle envergure... C'est de la considérer comme une génération spontanée, n'est-ce pas? Exactement. Le mythe voudrait que ce héros soit né avec un alexandrin aux lèvres et une maîtrise innée de l'épée. Or, l'héroïsme, et plus particulièrement cette notion très française de panache, possède toujours une jeunesse. Une jeunesse qui, lorsqu'on l'examine de près, se révèle souvent ancrée dans une profonde souffrance. C'est vraiment l'ambition de notre dossier du jour. Pour mener à bien cette recherche, on s'appuie sur des sources fascinantes. Les extraits de la pièce « Avant le panache » de Savinien à Cyrano. Voilà. C'est un texte d'une grande richesse psychologique. Notre mission ici n'est pas de relater une énième fois les exploits d'un bretteur. Non, il s'agit d'entrer dans la forge même du personnage. De comprendre comment cette fameuse flamboyance n'est en rien une grâce tombée du ciel. C'est tout le contraire. Bah oui, c'est une armure lourde, forgée à coups de marteau sur l'enclume du rejet. Du rejet, de la frustration et de l'injustice. Ce corpus de texte offre une grille de lecture vraiment radicale. Il ne s'attarde pas sur la légende achevée. Pas du tout. Il s'intéresse à l'anatomie d'une construction psychologique. Les métaphores filées tout au long de l'œuvre dévoilent une splendeur extrêmement fragile. L'auteur nous invite à regarder derrière le masque pour y voir les cicatrices béantes d'un jeune homme. Savinien. Savinien, ouais, qui doit littéralement s'inventer une invulnérabilité pour survivre à son propre environnement. Je suis fascinée par cette approche. Bon, décortiquons un peu tout ça, car dès l'avant-propos, le texte frappe fort. Il prend à rebours notre perception habituelle. Il est écrit noir sur blanc que le panache, cette posture d'indépendance absolue que l'on célèbre tant, est en fin de compte une prison magnifique. une prison magnifique. Mais n'y a-t-il pas une contradiction fondamentale ici? C'est-à-dire? Le panache est culturellement perçu comme l'expression ultime de la liberté, l'acte de s'affranchir du regard des autres. Oui. Alors comment une telle liberté pourrait-elle être qualifiée de prison? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément la déconstruction de ce paradoxe. D'accord. La liberté apparente du panache exige une vigilance de chaque instant. L'œuvre utilise une terminologie d'une brutalité clinique pour l'expliquer. Je crois me souvenir de la citation. On la martèle pour ne plus sentir. On brille pour ne plus se taire. On court pour ne plus penser. C'est fort ça? Très fort. L'hyperactivité verbale et physique qui caractérisera plus tard Cyrano, Cette manie de transformer la moindre insulte en duel? ou la moindre angoisse en tirade poétique. Oui, Eh bien, ce n'est pas le fruit d'une plénitude. c'est un mécanisme de fuite en avant. Absolument. C'est la cuirasse d'un esprit qui refuse obstinément de regarder en arrière de peur que la douleur originelle ne le paralyse. Donc l'insolence et l'excellence constante seraient des symptômes de trauma plutôt que des vertus pures. On peut le lire comme ça, oui. C'est une grille d'analyse d'une pertinence frappante car c'est un mécanisme de défense psychologique universel au fond. Tout à fait. La façon dont les individus se construisent des carapaces pour masquer leur vulnérabilité résonne pour beaucoup de monde. Que ce soit par l'humour, par une quête frénétique de perfection ou par une ironie mordante. Savinien a simplement porté cette stratégie de survie à un niveau de théâtralité tel qu'elle est devenue une esthétique. C'est passionnant. Et pour comprendre l'épaisseur de cette armure, il faut nécessairement examiner ce qui menaçait la chair en dessous. Exactement. Le danger ne vient pas d'abord d'ennemis sur un champ de bataille, Il vient de son propre foyer, au cœur du domaine agricole de Mauvière. le premier théâtre des opérations. C'est ça. Les sources mettent en place une dichotomie très nette dès les premières scènes. D'un côté, on a la figure patriarcale, Abel. L'incarnation d'un pragmatisme agraire impitoyable, Pour lui, le monde se mesure en rendement, en registre comptable. en survie face aux saisons. La poésie n'est qu'une frivolité dangereuse à ses yeux. Et de l'autre côté, Savignan. L'idéaliste intellectuel, déjà consumé par le besoin d'écrire. Pourtant, l'analyse du texte montre que Savignan ne choisit pas la rébellion frontale. Non, c'est vrai. Il ne fuit pas ce père tyrannique pour aller vivre une vie de bohème.
N'est-ce pas surprenant, voire presque docile de sa part, de rester là? De plier l'échine sous les ordres d'un homme qui méprise son art. Voilà, exactement. Si l'on relie cela au contexte global de son évolution, cette décision n'a rien d'une docilité. Ah bon? C'est quoi alors? C'est une confrontation délibérée avec le réel. Savinien comprend intuitivement qu'une poésie désincarnée manque de substance. Une poésie coupée des réalités terrestres. Oui, il y a d'ailleurs cette scène très évocatrice dans l'acte 1. Celle avec les sacs de grains? C'est ça. Il voit son frère cadet, Pierre, lutter physiquement sous le poids de lourds sacs de grains. Et que fait Savinien? Il abandonne ses manuscrits, descend dans la cour et prend la charge sur ses propres épaules. Il y a cette réplique magnifique où il affirme vouloir prouver qu'un alexandrin sue au labour. C'est une image tellement puissante. L'intégration de la matière brute, de l'effort musculaire, dans la mécanique délicate de la versification. Cela aboutit à ce que la pièce nomme le double pacte. Scellé à l'ombre du grand marronnier, Savinien fait la promesse de s'épuiser à la tâche agricole le jour. pour légitimer son droit de forger ses vers en secret la nuit. Son frère Pierre devient même le témoin de cette promesse. Pierre lui réclame une poésie qui transpire, qui porte l'odeur de la terre retournée. Et ce pacte est véritablement la matrice de son génie futur. L'ancrage matériel est ce qui donnera à l'éloquence de Cyramo cette densité. Cette gravité incomparable, oui. Ces mots ne flotteront jamais dans l'abstraction des salons précieux de Paris. Ils frapperont avec la force physique d'un homme habitué à soulever la récolte. En refusant de s'isoler dans une tour d'ivoire intellectuelle, il s'assure que son art soit chargé de la brutalité du monde réel. C'est une dialectique constante entre la lourdeur de la condition humaine et la tentative de s'en élever par le verbe. Mais cette dialectique repose sur un équilibre extrêmement précaire. Un équilibre qui finit inévitablement par se briser. Et c'est là qu'on arrive à la scène 3, qui marque la première véritable rupture. Une soirée d'hiver dans le salon de la famille. Les comptes sont terminés, le froid gagne la pièce. Le feu dans l'âtre est sur le point de s'éteindre. Abel, dans un geste d'une banalité terrifiante, cherche simplement du vieux papier pour relancer les flammes. Il saisit un tas de feuillets posés près d'un siège. Et les jette au feu, sans la moindre hésitation. Ce sont évidemment les travaux de Savinien. Des nuits entières de création réduites en cendres en une fraction de seconde. Simplement pour gagner quelques degrés de chaleur. C'est affreux. La symbolique de l'acte est d'une violence absolue. Ce n'est même pas une destruction malveillante. Ni un autodafé idéologique. C'est pire, c'est l'indifférence pragmatique. Aux yeux d'Abel, ces feuilles n'ont de valeur que par leur capacité de combustion. Le triomphe momentané des nécessités du corps sur les aspirations de l'esprit est total. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à l'anéantissement de son œuvre, on s'attendrait à une explosion volcanique. C'est le futur Cyrano, après tout, l'homme des colères homériques. Or, il reste pétrifié. Il observe la destruction avec un calme de glace. C'est déroutant, n'est-ce pas? Pour être tout à fait critique, ne peut-on pas voir dans ce silence une forme de lâcheté? Ou de résignation face à l'autorité paternelle? Oui, pourquoi ne tente-t-il pas de plonger les mains dans l'âtre pour sauver ce qui peut l'être? En fait, la passivité n'est qu'apparente. L'analyse psychologique du personnage révèle ici une maîtrise stoïcienne prodigieuse. Plonger les mains dans le feu serait céder à la panique? Ce serait accorder au père le pouvoir de le détruire de l'intérieur. Au lieu de cela, Savinien opère une transmutation mentale instantanée. Il prononce cette réplique fondatrice, les yeux fixés sur les braises. De ta suie noire, je ferai l'encre neuve. Il ne nie pas la perte, il l'absorbe. C'est un processus d'alchimie psychologique remarquable. Il extrait littéralement de la destruction la matière première de sa future création. C'est la première véritable épreuve qui sculpte son panache. L'enjeu est la résilience poussée à son paroxysme. C'est l'épreuve du feu, au sens propre. Il décide que cette perte n'est pas une fin. Mais une initiation. Ces textes à venir porteront en eux le goût âcre de ce sacrifice. Comme un forgeron qui trempe le métal incandescent dans l'eau glacée, pour en modifier la structure moléculaire. Pour le rendre indestructible. Savinien trempe son esprit dans cette douleur intime. Il apprend à vaincre l'anéantissement par la force de la volonté. Cette destruction matérielle semble d'ailleurs préparer le terrain pour une destruction beaucoup plus viscérale. Une destruction qui touche cette fois aux liens humains et familiaux. La 4e partie des Sources fait basculer le récit de la tension domestique vers la tragédie ouverte, La scène se déroule dans la cour du domaine. où Savinien est la cible des cruautés enfantines. Des garçons du village utilisent son physique, et particulièrement ce nez déjà proéminent, comme cible de leur raillerie.
le comparant à un clocher grotesque. C'est ignoble. Et c'est à ce moment que Madeleine entre en scène. Son ami d'enfance est objet de son amour silencieux. Elle s'interpose avec une autorité saisissante. L'intervention de Madeleine est cruciale, car elle opère un renversement de stigmate. Elle ne tente pas de minimiser l'apparence de Savinien, de le cacher. Elle élève cette difformité au rang d'étendard. Elle déclare que cette particularité physique est le signe distinctif d'une âme noble. D'un cœur prêt à affronter le monde plutôt que de s'y soumettre. Et pour matérialiser cette alliance, elle pose un acte fort. Elle grave avec un couteau leurs 2 initiales. Un S et un M entrelacés. Dans le bois d'une des poutres de la grange. C'est une reconnaissance absolue de la valeur de Savinien. Mais cette scène d'élévation se déroule sous les yeux de Pierre, le frère cadet. Et l'étude de la psychologie de Pierre est peut-être l'un des aspects les plus sombres et les plus complexes de ce texte. Il n'est pas décrit comme un simple antagoniste maléfique. Non, c'est un personnage profondément tragique, défini par son statut de second, Par le fait de vivre constamment dans la projection de l'ombre de son aîné. et cette blessure narcissique est décuplée par un autre facteur. Pierre nourrit lui aussi une passion secrète pour Madeleine. Voir ses initiales gravées dans le bois agit comme un catalyseur destructeur. La jalousie de Pierre devient le moteur de la catastrophe. Consumé par son complexe d'infériorité et par le besoin désespéré d'attirer le regard de Madeleine, il tente un acte de bravade qui ne lui ressemble pas. Il entreprend l'ascension d'une échelle vétuste, adossée à la grange. Cherchant à prouver une forme de supériorité physique ou de courage. Lui, l'ascension tourne court. L'échelle est instable, le bois est rongé par l'humidité. Savinien comprend le danger imminent pour son frère. Il se précipite pour consolider l'édifice, agrippant les montants de toutes ses forces. Mais le geste de sauvetage coïncide avec la rupture du bois. L'échelle se fracasse, Entraînant Pierre dans une chute violente, il se brise la jambe. la confusion s'installe, la douleur brouille les esprits. Et c'est dans ce chaos que Pierre lance l'accusation qui va sceller le destin de son frère. Il déclare que Savinien a volontairement secoué l'échelle pour le faire tomber. C'est terrible. Cela soulève une question importante sur la propagation de la calomnie. Et la façon dont une cellule familiale dysfonctionnelle s'empare d'un tel événement. Le père, Abel, surgit au milieu du désastre. Face à la scène, il ne mène aucune investigation. Il n'interroge pas les témoins, il n'examine pas le bois pourri. La rapidité de ce jugement expéditif est choquante. Justement, pourquoi Abel s'empresse-t-il de croire un mensonge aussi grossier ? N'importe quel observateur un minimum attentif aurait pu déduire que l'échelle avait simplement cédé sous le poids. Le père est pourtant censé incarner ce pragmatisme froid et calculateur. Pourquoi abandonner toute rationalité à cet instant précis ? Le pragmatisme d'Abel est précisément ce qui le pousse à condamner Savinien. Exactement. Le père ne cherche pas la vérité factuelle. Il cherche une solution à un problème systémique. Savinien est l'anomalie du domaine de Mouvière. Il est le poète, l'esprit libre, l'élément imprévisible qui menace l'ordre strict imposé par le père. Et l'accident de l'échelle fournit le prétexte idéal. Une justification morale inespérée pour éradiquer cette menace. En validant l'accusation de Pierre, Abel transforme un incident technique en un crime moral. Un crime qui nécessite un châtiment radical. L'exil de ce fils dérangeant vers le collège de Beauvais. La vérité n'a aucune importance face à l'opportunité de rétablir l'ordre. Face à cette iniquité monstrueuse, la réaction de Savinien est d'une grande froideur. Pas de supplication, pas de cri d'innocence. Il encaisse la trahison de son propre sang avec une dignité presque hautaine. Annonçant que s'il est chassé de ce monde matériel, il ira graver son nom bien plus haut que sur la poutre d'une grange. Seule Madeleine semble pressentir la vérité enfouie sous le mensonge. Le texte montre d'ailleurs comment le mensonge ronge finalement celui qui l'a prononcé. Lors de la séquence du départ, Madeleine découvre la vérité. Elle rejette Pierre de façon définitive. L'auteur utilise un symbole très visuel pour ça. Madeleine laisse tomber devant Pierre une branche de roncier portant 2 murs noirs écrasés. C'est l'image d'une fraternité piétinée, un lien pourrissant sur le sol de la cour, irrémédiablement perdu par l'ambition et la jalousie. Alors qu'est-ce que tout cela signifie lorsque vient l'aube, le moment de l'expulsion définitive ? La charrette est prête. Le brouillard recouvre les champs de Mauvière. La 5e partie du texte met en scène la remise de 2 cadeaux d'adieu. Des présents qui ont valeur de viatique pour ce voyage sans retour. L'analyse de cette scène révèle la synthèse complexe qui s'opère dans l'esprit du jeune homme. La scène est construite sur un contraste saisissant.
Abel jette une pièce d'argent à son fils banni. Pour que le corps survive. C'est ça. Il accompagne ce geste d'un avertissement brutal, lui rappelant que l'éloquence ne remplit pas l'estomac. Et que l'argent est l'unique condition de la survie physique. Immédiatement après, Espérance, la mère, restée jusqu'alors dans l'ombre, s'approche, Elle lui offre une plume d'oie finement taillée, pour que l'âme s'éclaire. dans les moments de doute profond et de solitude. La question se pose alors. Pourquoi Savinien accepte-t-il l'argent d'un homme qui vient de le condamner injustement ? Un esprit fier aurait pu rejeter cette aumône, par pur orgueil. Mais l'observation attentive du texte montre qu'il glisse soigneusement la pièce dans sa poche tout en serrant la plume contre lui. Il prend les deux. Il comprend que pour devenir grand, il aura besoin des deux réalités. Refuser la pièce aurait été une réaction puérile, une fausse fierté. Savinien démontre ici qu'il a intégré la leçon du domaine agricole, Il sait parfaitement que la matière conditionne l'esprit. que la survie du corps est le prérequis indispensable à l'élévation de l'âme. Prendre les deux cadeaux, c'est embrasser sa propre dualité. Il emporte avec lui la rudesse implacable du monde matériel de son père, Et la capacité de sublimation spirituelle offerte par sa mère. l'intégration de ces deux forces contraires est la clé de voûte de son futur équilibre. Et c'est le moment précis de la métamorphose. Debout sur la charrette qui l'éloigne de son enfance, il prononce sa dernière réplique, Il s'auto-proclame chevalier des épines. qui portera ses plaies comme un honneur. L'armure du panache dont nous parlions au début est désormais complète. Elle n'est pas faite de métal étincelant forgé par un maître artisan. Elle est constituée des fragments de son histoire. Le rejet paternel, la calomnie impardonnable de son propre frère, l'amour inachevé de Madeleine. Et la destruction de ses premières œuvres, Il s'engage à saisir la cruauté du monde à pleine main. et à exhiber ses stigmates non plus comme des faiblesses, mais comme des décorations militaires. C'est la définition même de la sublimation. Il ne s'agit jamais d'ignorer la blessure initiale. Ni de prétendre qu'elle ne fait pas mal. Le panache consiste à transfigurer cette blessure, à la porter à un tel niveau d'incandescence qu'elle éblouit l'observateur. Au point de lui faire oublier l'origine de la cicatrice. C'est l'affirmation souveraine de la volonté individuelle face au chaos déterministe d'une vie marquée par le malheur. Cette exploration en profondeur met en évidence une réalité cruelle mais indéniable. L'excellence, l'héroïsme intellectuel et la grandeur d'âme naissent rarement du confort. L'histoire de la transformation de Savinien en Cyrano est une démonstration magistrale. De la capacité de l'esprit humain à s'emparer de l'injustice la plus abjecte pour en extraire une beauté pure et inaltérable. C'est le triomphe de l'art sur la cruauté du sort. L'armure pèse lourd, certes, mais elle permet de marcher droit dans la tempête. C'est une leçon magistrale. Pour conclure cette session d'analyse, il reste une considération qui émerge du texte. Une pensée provocatrice, presque vertigineuse. L'esprit est invité à se pencher sur l'effet papillon de la tragédie familiale de Mauvière. Si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, la trahison de Pierre ne serait-elle pas en fait le plus grand cadeau jamais fait à la littérature française ? La réflexion est particulièrement troublante, mais l'analyse logique des événements conduit inévitablement à cette conclusion paradoxale. Imaginons un instant que l'échelle ait été solide. Que Pierre n'ait pas chuté ou qu'il ait eu l'honnêteté d'avouer sa propre maladresse. Sans ce mensonge cruel, Savinien serait peut-être resté toute sa vie un fermier. Écrivant des poèmes anonymes sous un marronnier, gérant les récoltes à la lumière du jour. Une existence terrienne, ancrée, certainement heureuse, mais profondément anonyme. La littérature aurait été privée de son esprit le plus acéré. C'est paradoxalement l'injustice qui l'a forcé à devenir éternelle. La calomnie l'a précipité dans le vide, le forçant à déployer une envergure qu'il n'aurait jamais assumée dans le confort du foyer. Un mensonge pitoyable, causé par un amour non partagé et une échelle brisée, a agi comme le détonateur d'une légende intemporelle. L'injustice l'a acculé à l'excellence et l'a forcé à revêtir une armure qui le rendrait immortel. C'est une dynamique fascinante qui laisse matière à réflexion bien après la fin de notre échange.